Mesdames et messieurs, membres du jury, cher public, bonjour. L'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui tient plutôt du questionnement fondamental, quoique quelque peu pittoresque par la forme. Mais enfin, je vais me prendre une prune pour ce genre de remarques. Mais enfin, il n'est pas question de vous faire poireauter, attaquons de suite le sujet. Le juge qui croit un avocat fait-il de lui une bonne poire? En 1804, Portalis écrivait que les lois sont des actes de sagesse, de raison et de justice. Mais alors, l'avocat serait-il le visage de sagesse, pilier de justice et figure de la raison? Ça m'étonnerait. Coupons la poire en deux. Disons-nous, quel dénominateur commun peut-on trouver du juge d'instruction, la sagesse quasi politique des juges d'une cour constitutionnelle et le sens de l'orthodoxie linguistique qui anime la Cour de cassation dans sa mission unificatrice d'interprétation de la loi et de police du discours juridique. Comme vous le voyez, avec mon sujet, on va se fendre la poire. L'avocat est celui qu'il faut croire. C'est la question qu'on se pose. Peut-être être le saint homme qui vient délivrer la vérité, ou alors est-ce peut-être celui qui vient délivrer une vérité, celle de son client, et qui vient optionnellement en démontrer la fragilité devant les caméras de BFM TV? Je ne sais pas. Monsieur Éric Dupond-Moretti nous résume un petit peu le rôle du juge et questionne un petit peu ces questions-là. Mais d'abord, coupons la poire en deux. Il n'est hors de question de taper sur l'avocat, tapons un peu sur le juge. Est-il l'homme qui abaisse le pouce pour faire abattre sa peine sur le damné? Est-il plutôt, comme dans l'imaginaire de l'opinion, la bouche qui prononce les paroles de la loi? Est-il le porte-parole de cette loi? Lui qui récite plus qu'il ne parle, lui qui applique plus qu'il ne décide. Est-il celui qui va exiger que le violeur ne sortira jamais du pénitencier, ou sera-t-il capable de mélanger la chèvre et le chou afin d'être adoubé par les quasi-jurés que sont aujourd'hui les utilisateurs des réseaux sociaux? Dupond-Moretti nous donne un début de réponse, un début de réflexion en disant que les juges sont les hommes et les femmes de leur époque. Ils ne peuvent s'abstraire des débats du moment, des modes de pensée contemporains ou des foucades idéologiques. Juger, c'est comprendre à un instant T. La juste sentence d'hier serait aujourd'hui déplacée et la bonne peine d'aujourd'hui sera ridicule demain. Comment les magistrats pourraient-ils être hermétiques à l'ère du temps? Car le juge n'est pas là pour croire, il s'adapte. La société change, le droit évolue. La justice s'adapte afin de répondre aux besoins et aux exigences nouvelles. Nonobstant, le juge n'en reste pas moins celui qui pose la décision, non pas en fonction de la société, mais avec la société qui l'entoure. Déjà, l'acte de poser une décision n'est pas un acte aussi simple qu'on le pense, et le schéma du juge qui croit l'avocat me semble un peu simplé. L'instant de la décision est une folie, disait Kierkegaard. Évoquer la folie, certes, dans une réflexion où j'ai auparavant parlé de sagesse, c'est peut-être paradoxal. Et pourtant, toute décision, en dépit des précautions qu'elle prend et des justifications qu'elle se donne, est un saut. C'est un risque, car le juge prend des décisions qui auront des conséquences, qui iront jusqu'à peut-être déterminer le destin d'un individu. Il doit prendre la décision en étant en parfait accord avec son intime conviction, dans l'exemple par exemple de juge qui siégerait en cour d'assises. Cette intime conviction, venons-en. Ce n'est pas une impression rapide, ce n'est pas une impression générale, c'est une véritable méthode de travail qui demande de la rigueur et qui demande de s'interroger. C'est une méthode qui demande de l'humilité devant la science, devant les paroles, avant de se prononcer. C'est un travail de décision collégiale, c'est un travail de groupe, c'est un travail où les impressions des uns et les ressentiments des autres aboutissent à un verdict, à un dire vrai humain du moment. C'est pourquoi ce principe est absolument nécessaire dans une démocratie comme la nôtre. La loi investit des hommes qui deviendront les juges de ses semblables. La pluralité de ces juges est un gage de contrôle des subjectivités, car elle additionne les impressions de chacun, les réflexions multiples. Il s'agit d'une exigence éthique qui doit mobiliser tout juge, tout juré, pour chaque acte jugeant autrui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on rigole bien. C'est là le véritable devoir du juge. Il n'est pas là pour croire, il n'est pas là pour amuser les foules, il n'est pas là pour satisfaire
ceux que j'ai nommés tout à l'heure, des réseaux sociaux, qui prennent de plus en plus de place dans la société d'aujourd'hui. Mais enfin, cette intime conviction, rien ne pourra mieux la résumer que ces mots. La loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas des règles desquelles ils doivent faire dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'impliquer eux-mêmes et de réfléchir dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur pose qu'une seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ? Celle peut-être que cet honorable avocat vous a pris pour une poire. Merci.